En 1944 va se dérouler un terrible massacre dans le maquis du Vercors. Installe-toi bien et laisse-moi t'emmener 80 ans en arrière. S'il y a un lieu emblématique de la résistance, c'est bien cette région du Vercors. Le plateau est pendant la Seconde Guerre mondiale l'un des plus importants fiefs de la résistance française. C'est une véritable forteresse naturelle où un plan fou va être imaginé par la résistance locale pour libérer le pays. Dès la défaite de la France en 1940 et l'instauration du régime de Vichy, la région du Vercors se fait remarquer pour ses actes de désobéissance face au nouveau régime. La région devient rapidement un lieu de refuge pour les premiers persécutés, réfugiés juifs, apatrides, communistes, etc. Le 16 février 1943, Vichy instaure la loi du service du travail obligatoire qui oblige des milliers de jeunes Français entre 20 et 22 ans à aller travailler en Allemagne. L'opinion bascule de plus en plus contre Vichy, incapable de défendre le peuple français contre l'envahisseur allemand. Des milliers de jeunes partout en France fuient et vont se cacher en campagne, souvent avec l'aide de la population locale, et créent les premiers maquis. Les officiers allemands sont enragés, le STO est un fiasco. Cet afflux de résistants va être décisif dans la création du maquis du Vercors. Un groupe de socialistes guidé par Eugène Samuel et regroupé sous la bannière Francs-Tireurs met en place dans la région avec l'aide de la population des camps d'accueil pour les réfractaires. Un peu plus tard, c'est le résistant Pierre Dalloz qui va avoir une idée folle qui pourrait faire du Vercors un acteur majeur dans la libération du pays lorsque les Alliés débarqueront en Provence. En effet, ce débarquement en Provence est, selon les bruits qui courent, imminent. Une fois débarqués, les Alliés remonteront ensuite dans le nord vers la vallée du Rhône en repoussant les Allemands. Là, les troupes du Vercors pourraient alors intervenir par surprise en bloquant la route aux Allemands et en les prenant en étau avec les Alliés au sud. Ce sera le projet Montagnard. Le plan remonte jusqu'à De Gaulle et Jean Moulin à Londres qui le valident. Les fonds sont débloqués, les résistants se mettent au travail pour mettre sur pied des pistes d'atterrissage pour les avions alliés qui devront leur venir en renfort pour mener cette opération. Fini le camp de vacances, le maquis du Vercors instaure de l'ordre, de la discipline, des entraînements militaires. Des largages d'armes et d'équipements sont faits par les Alliés. Des équipes radio sont mises en place pour communiquer avec la France combattante à Londres. À force de voir les avions survoler le plateau et larguer de l'équipement, les Allemands commencent à s'inquiéter sérieusement de cette menace. Qu'est-ce qui se trame derrière ces hautes falaises ? Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent enfin en Normandie. La nouvelle provoque l'euphorie dans la région. La libération semble imminente et on se réjouit un peu trop vite. Il n'y a pas l'ombre d'un bateau sur les plages de Provence. Malgré tout, dans la nuit du 8 au 9 juin, le commandement militaire du Vercors procède à la mobilisation générale et boucle le massif en verrouillant ses voies d'accès. L'euphorie est telle que le Vercors se proclame début juillet république indépendante pour s'opposer à Vichy. Près de 4000 hommes se trouvent sur le plateau. C'en est trop pour les Allemands. Ils encerclent le massif et les maquisards commencent à comprendre qu'ils ont peut-être agi un peu trop tôt. Ils demandent de plus en plus pressément l'envoi de troupes alliées aéroportées. Seules leurs chances sont quasiment nulles. L'état-major allemand décide d'une offensive confiée au général Karl Pflaum à la tête de la 157e division de montagne. Les 13 et 14 juillet, la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, fait des premiers raids pour bombarder Vassieux et la Chapelle en Vercors. Les résistants n'ont pas peur, ils sont galvanisés. On célèbre les cérémonies du 14 juillet et le même jour, en pleine journée sous le nez des Allemands, des dizaines d'avions américains parachutent enfin armes et ravitaillements. Mais les résistants découvrent avec effroi que ces caisses de matériel sont loin d'être suffisantes. Il n'y a pas d'armes lourdes et surtout, il n'y a pas d'hommes. En plus, ce largage en pleine journée attire encore plus l'attention des Allemands qui veulent lancer l'attaque le plus tôt possible. Le 21 juillet, la bataille du Vercors commence. Les Allemands, avec leur formation de soldats de montagne, arrivent à s'emparer de plusieurs cols et grimpent sur le plateau. Les résistants, sans armes lourdes, sont incapables de les repousser. Un autre contingent allemand se pose avec des planeurs à Vassieux-en-Vercors en utilisant tranquillement la piste d'atterrissage qui avait été prévue pour accueillir les avions alliés. Les Allemands qui se posent à Vassieux suspectent le village d'abriter l'état-major de la région. Ils n'ont aucune pitié. Le village est entièrement rasé et 73 civils, hommes, femmes et enfants, sont massacrés. Les combats font rage pendant 2 jours et au soir du 23 juillet, les Allemands ont le contrôle du plateau. La chasse humaine commence alors et un déchaînement de violence et de haine s'abat sur le Vercors, sans distinction entre résistants et habitants. Les massacres et les exécutions punitives se multiplient. Des dizaines de résistants arrivent à quitter le plateau mais sont raflés par les Allemands dans les vallées environnantes, traduits en cour martiale et exécutés. Les troupes allemandes quittent le plateau à la mi-août 1944, laissant le Vercors dans un état de désolation totale.